mon propos va être d'abord d'expliquer un petit peu pourquoi finalement l'incertitude est un phénomène certain et juste donner quelques lignes. Alors, la première chose que je vais faire partager, c'est imaginons un instant un monde sans incertitude. Un monde sans incertitude, c'est un monde, comme l'a dit Michel il n'y a pas longtemps, assez ennuyeux. Mais c'est aussi un monde où on ne peut pas créer de valeur. Puisque si le monde est certain, tout le monde va s'aligner progressivement sur les mêmes stratégies, il n'y aura pas de création de valeur. C'est aussi un monde où vous tous ici dans cette salle, et moi aussi, on ne servirait à rien. C'est un monde où des machines suffiraient. Donc l'incertitude est d'abord une bonne nouvelle. Et pourtant, vous, moi, on a mal à l'incertitude. Alors d'où ça vient? Je voudrais démarrer par un grand comeback en nous ramenant tous au moment où on était dans la jungle, il y a très très longtemps. Alors pourquoi ce retour en arrière? J'ai aussi creusé pas mal les neurosciences avant, et je ne sais pas si vous êtes au courant, mais on sait aujourd'hui, par exemple, qu'au niveau de notre cerveau, il y a 80% de l'énergie de notre cerveau dont on ne sait pas à quoi elle sert. Donc nous sommes d'abord des êtres inconscients. Donc savoir connaître nos mécanismes profonds, c'est utile. Donc on est dans la jungle, et d'un seul coup, il y a du bruit dans les feuilles. Et on pense que c'est un tigre. Alors on part en courant, on monte dans un arbre. Une fois qu'on est en haut de l'arbre, on voit que ce n'était pas un tigre et que c'était du vent. Bon, on en est pour une belle frayeur, c'est pas très grave. Si maintenant, quand on entend du bruit dans les feuilles, on croit que c'est du vent, alors que c'était un tigre, ni vous, ni moi, on serait ici. Or, vous et moi, nous sommes là, nous sommes des survivants. Nous sommes programmés, pour chaque fois qu'il y a du bruit dans les feuilles, croire que c'est des tigres. Donc nous avons mal à l'incertitude. C'est-à-dire que nos réflexes profonds en nous-mêmes dégagent un réflexe de peur. Donc si nous ne développons pas une attitude rationnelle et de raison et de pensée, nous n'allons pas pouvoir faire face à cette incertitude et comprendre ses leviers. Alors, comme l'indiquait Michel, finalement, on est resté encore pendant très longtemps sur la vision de Laplace par rapport à l'incertitude. C'est-à-dire que, qu'on se vienne dans les écoles scientifiques ou les écoles de commerce, on est resté dans une vision où l'incertitude, en fait, correspondait à un déficit de connaissance. L'incertitude, c'était ce que je ne savais pas, ce que je n'avais pas encore compris. Et comme le disait Laplace dans ce livre célèbre, finalement, si j'arrivais à connaître tous les éléments d'un phénomène, je connaîtrais le futur. La rupture par rapport à cette vision est très récente. Le premier à avoir donné cette rupture, c'est Poincaré en 1908, donc avant la loi sur la relativité, qui a eu cette vision et cette intuition de dire non, pas du tout. L'incertitude n'est pas un déficit de connaissance. L'incertitude, en fait, est intrinsèque à notre monde. Alors, sur ce point, je vais vous faire un balayage rapide en remontant à partir du Big Bang. Donc, on va faire 15 milliards d'années. On va faire 15 milliards d'années en 2 minutes, ne vous inquiétez pas. Si je regarde la dynamique du monde et que je remonte à 15 milliards d'années. 15 milliards d'années à l'origine, toute la matière était en un seul point, unique, quasiment un seul, en un seul état et avec un seul champ de force. À partir de ce moment-là, pendant les 12 premiers milliards d'années, cette ère du minéral, la matière s'est diffusée dans l'univers. Elle s'est diffusée en se complexifiant, en se multipliant, avec 2 grands principes de loi, la loi de l'entropie et la loi du chaos. On a beaucoup parlé en disant que la loi de l'entropie, c'est une loi du désordre. Mais le mot désordre, c'est un point de vue. Qu'est-ce que c'est que le désordre? Le désordre, c'est parce qu'on a un ordre dans la tête. Le mot désordre n'existe pas dans l'absolu. En fait, la loi de l'entropie n'est pas vraiment une loi du désordre. Elle exprime quelque chose que j'ai de plus en plus de mal à prévoir. Parce que ce que dit l'entropie, c'est qu'un phénomène évolue vers un nombre croissant de nombre de configurations. Donc en fait, la loi de l'entropie n'est pas une loi du désordre, c'est une loi de l'incertitude. C'est une loi qui dit, au fur et à mesure de l'avancée du minéral, j'ai de plus en plus de mal à le prévoir. Un petit zoom sur le chaos. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout les équations du chaos, j'ai pris une des équations les plus simples qu'on puisse imaginer. Vous la voyez affichée ici, où on prend un élément, on le porte au carré, on le multiplie par 2, on enlève 1. Et avec 2 points d'origine, un qui est 0,6 et un que je déplace d'1 millionième. Et vous voyez l'effet des courbes. Jusqu'à la 16e itération, les 2 courbes sont superposées. Vous n'en voyez qu'une.
À partir de la 16e itération et jusqu'à la 21e, on est sur un écart faible. Et regardez ce qui se passe à partir de la 21e. C'est-à-dire que nous avons deux courbes qui n'ont plus rien à voir entre elles. Et donc vous voyez là un effet simple de propagation du chaos. C'est-à-dire un écart initial d'1 millionième donne un écart qui est non seulement non quantifiable, mais vous voyez qu'on a deux phénomènes qui deviennent complètement hétérogènes. Donc, voilà la première loi dans le minéral, qui est cette diffusion par l'entropie du chaos, la diffusion de l'incertitude. Arrive le végétal. Qu'est-ce que dit le végétal avec l'auto-organisation? En fait, c'est sa capacité à s'adapter à ce qui se passe à l'extérieur. Une montagne peut s'adapter un peu, mais elle va s'adapter lentement. Une plante va s'adapter rapidement. L'auto-organisation est aussi un phénomène d'incertitude. Le monde animal. Quand un lion saute sur une gazelle, la gazelle va partir, en général. Mais elle part à droite ou à gauche? Et une fois qu'elle est partie, elle bute ou pas sur une pierre? Et puis elle peut réfléchir. Et puis nous-mêmes humains, nous arrivons. Et nous pouvons, face à ce lion qui arrive, dire « Lion, on peut discuter avec toi ». Donc je fais court. Vous voyez que ce film que je viens de vous faire, beaucoup trop brutalement, de 15 milliards d'années, est un film où non seulement l'incertitude s'accroît, mais elle s'accélère, puisqu'on a un phénomène cumulatif. Puisque le phénomène d'entropie et du chaos, on a rajouté l'auto-organisation et on a rajouté la motricité et la décision. Qu'est-ce qui vient d'arriver maintenant? Puisque je crois que, comme l'indiquait Michel, on a tous le sentiment que depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans ou 5 ans, il y a un phénomène brutal d'accélération de l'incertitude. Je voudrais juste en deux mots vous dire que je crois qu'il n'y a pas un phénomène d'accélération de l'incertitude, mais c'est la perception qui change. Qu'est-ce qui s'est passé? 3 phénomènes. Nous sommes maintenant 7 milliards d'hommes, donc nous nous touchons beaucoup plus les uns les autres, alors qu'avant l'humanité était disjointe. Deuxième point, et je reprends là un mot de Michel Serres, les objets-mondes, jusqu'à, il y a pareil, une 50aine d'années, la portée de l'homme était la longueur de son bras, avec un râteau, avec un marteau, mais on n'allait pas beaucoup plus loin que notre bras. C'est tout récemment qu'on s'est doté progressivement d'objets qui pouvaient agir à distance. Un des exemples types est le nucléaire. Le troisième point, et Jean-Paul qui nous a rejoint est au cœur de ça, c'est le monde de la connexion. Le fait que tout récemment, par les opérateurs télécoms et par Internet, nous sommes tous connectés. Ce qui fait qu'on est passé d'une incertitude locale à une incertitude globale. Je vais prendre un exemple. Il y a quelques années, s'il y avait un séisme qui se passait en Chine, personne ne pouvait prévoir ce séisme en Chine. C'est-à-dire que pour les Chinois, c'était un phénomène incertain. Mais pour nous, ici, en France, c'était un phénomène connu. Parce que le temps que arrivent à nous les conséquences de ce phénomène, nous avions le temps de l'intégrer dans nos prévisions. Donc, nous n'étions soumis chacun qu'à nos incertitudes locales. Avec ce triple développement et de ce que j'appelle le neuromonde, en ce sens, vous voyez, de ce monde de la connexion, qui était un néologisme, mais qui pour moi résume cette expression, nous sommes soumis tous aux incertitudes de tout le monde. Et repensez à ce qui s'est passé récemment, le nuage de sang islandais, vous avez tous en tête tous ces événements. Donc mon propos est bien de faire comprendre que ce n'est pas tellement que le monde a plus d'incertitudes aujourd'hui qu'avant, c'est simplement que nous sommes soumis simultanément à toutes les incertitudes. Et donc, puisque l'incertitude est un phénomène certain, lutter contre l'incertitude, c'est lutter contre la vie. Et donc, on arrive pour moi à un paradoxe important du management, c'est que on a pendant longtemps cru que manager, c'était encadrer l'incertitude. C'était limiter l'incertitude. Mon propos est de dire, si on veut encadrer l'incertitude, si on veut limiter l'incertitude, on encadre et on limite la vie. Donc, réussir aujourd'hui en termes de management, c'est un paradoxe assez étonnant, c'est s'appuyer sur l'incertitude. Pour ça, je vais juste faire un point de métaphore et qui va expliquer le titre de mon livre et le point. Imaginez que vous êtes sur le pont Mirabeau et que vous regardez couler la Seine et les amours. On va laisser les amours et on va s'intéresser qu'à la Seine. Donc vous êtes sur le pont Mirabeau et depuis le pont Mirabeau, vous cherchez à savoir où va la Seine.
Vous allez la regarder 1 heure, une journée, le temps que vous voudrez, mais au bout d'un moment, vous allez vous dire depuis le pont Mirabeau, je n'arrive pas à savoir où va la Seine. Donc vous descendez du pont Mirabeau et vous commencez à marcher sur les quais de la Seine. Vous marchez un moment. Au bout d'un moment, vous vous dites, j'ai beau marcher le long de la Seine, je ne sais toujours pas où va cette Seine. Donc comme vous êtes quelqu'un de pragmatique, vous montez sur un bateau et vous vous dites, bon sang, je vais quand même finir par savoir où elle va cette Seine. Donc comme vous êtes sur un bateau, vous la voyez aller un coup à gauche, un coup à droite, un coup à gauche, un coup à droite. Donc au bout d'un moment, vous vous dites, cette Seine, elle va n'importe où. Cette Seine, elle ne sait pas où elle va. Pourtant, la Seine, elle sait où elle va. La Seine, elle va vers une mer. Dans le monde de l'incertitude, pour comprendre où vont les choses, il ne faut pas regarder ce qui se passe, il faut comprendre qui sont les choses, au sens profond du terme, et quel est leur futur qui les attire. Donc dans le monde de l'incertitude, il faut réfléchir à partir du futur et pas à partir du présent. Puisque comme les phénomènes sont chaotiques, si on part du présent, on n'a que des points de turbulence. Voilà, je dirais, pour moi, le nouveau paradigme de la stratégie, d'où le titre de mon livre, Les mers de l'incertitude. Oui, je voulais faire deux compléments qui ajoutent ça. Je crois que, premier point, dans le monde de l'incertitude, attention à trop mathématiser le monde. Et donc, je crois qu'à certains moments, ça peut dire, je le sens ou je le sens pas. Ça peut paraître un peu surprenant, mais je pense qu'à un moment, il y a des choses qu'on ressent et qu'on ne peut pas tant comprendre que ça. Les phénomènes sont chaotiques. Rappelez, j'ai montré l'équation tout à l'heure. Tous les systèmes sont chaotiques, hein, la météo. Donc, le système humain est chaotique. La sociologie a fait beaucoup d'erreurs dans les années 50. Une erreur individuelle n'est pas lissée par un système collectif. Donc attention à beaucoup de choses qui ont été écrites. Ne faites pas trop de règles de 3 sur les comportements humains, ça n'a pas grand sens. Ne dites pas que la France est sous-productive par rapport à l'Allemagne parce qu'on a un coût du travail trop bas. Alors qu'on sait tous que l'essentiel de l'efficacité d'une entreprise, c'est pas le coût du travail. Je ne dis pas que c'est pas un sujet. Mais donc faisons un peu attention aux mathématiques. Et le deuxième point, je vais reprendre l'exemple d'Actélion en le rapprochant des signes noirs. Je ne sais pas si ceux qui ont lu le livre de Taeb sur la notion du signe noir, qui est vraiment un très bon truc, c'est de se dire en fait, qu'est-ce qui pourrait m'arriver de pire? C'est une des façons de trier une stratégie dans l'institut, de se dire finalement, au lieu de faire des scénarios médians, le plus grand ou l'autre, se dire par rapport à une stratégie, qu'est-ce qui pourrait m'arriver de pire? Et est-ce que je peux y résister? Ce qui rejoint à, j'ai pas mis tous mes œufs dans le même panier. Et alors le signe noir, il peut être positif d'ailleurs. Hein. C'est aussi, je suis dans l'édition, j'ai d'un seul coup un succès. Mais en tout cas, c'est vérifier la résilience à qu'est-ce qui peut m'arriver de pire. Et quand on est un grand groupe, qu'est-ce que c'est qui peut m'arriver de pire? C'est se dire, par exemple, dans quel pays ma situation est la pire? Qu'est-ce qui se passerait si ça se généralisait? Qu'est-ce qui se passerait si mon produit phare, j'avais un problème, etc., etc. Pas pour se dire, ça va forcément arriver, mais pour tester la résilience de son modèle, la résilience de sa stratégie à ça, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Rivlin, professeur de gestion à l'école des mines. Charles de Gaulle. C'est peu de dire qu'en 1939, il était confronté à l'incertitude. Même pas. Il était confronté à la certitude de l'échec. Il dit quelque part dans ses mémoires de guerre, « Je me sentais comme un nageur face à l'océan, envisageant de le traverser à la nage. » C'était à peu près ça son problème. Bon. C'est 3 qualités qui l'ont fait réussir, présentes dans l'intervention de M. Luquin sur la manière dont on choisit chez lui. Je leur donnerai des noms simples. Un rêve fou, une obstination délirante et une vigilance inhumaine. Rêve fou, c'est la première phrase de ses mémoires de guerre. Je me suis toujours fait une certaine idée de la France. Bon. C'est peu de dire qu'il a tenu avec obstination. Imaginez ce qu'était son obstination. Il était désavoué, condamné par son propre gouvernement, détesté par Roosevelt et tenu en grande défiance par Churchill. Bon, on ne peut pas imaginer pire. Bon. Et son obstination a été telle qu'il a fini par être dans le camp des vainqueurs. Vigilance. On parle d'aléas, on parle de chance, on parle de baraka. Mais la vigilance, ça consiste à percevoir des signaux que les gens normaux ne pourraient pas percevoir. Soit des signaux de chance, soit des signaux d'échec. Je conclurai simplement en disant que Spinoza a dit « Nul ne sait ce que peut le corps ».
C'est-à-dire qu'un individu peut démultiplier ses facultés dans l'un des 3 domaines que j'ai indiqués là, on ne sait trop comment. Mais en tout cas que c'est une condition nécessaire pour réussir dans les domaines où les choses raisonnables n'ont aucune raison de réussir. Cela dit, je ne sais pas si vous avez vu le film Social Network, mais j'ai quand même eu des sentiments voisins de ce que m'inspire De Gaulle. Moins désintéressé. Réaction, commentaire? Oui, moi je partage. Enfin, quand j'ai voulu faire une intervention courte au départ, mais effectivement, pour mon livre, c'est quand je dis effectivement que c'est pas depuis le pont Mirabeau qu'on peut voir où va la Seine. C'est bien cette idée de dire faut se rêver au futur quelque part. Le deuxième point, je suis tout à fait d'accord avec cette notion de ce que je rajoute avec l'obstination. C'est ce que disait Jean-Paul. C'est je crois que les entreprises qui réussissent sont celles qui changent jamais de direction aussi, parce que être vigilant, ça suppose d'apprendre un peu plus chaque fois, et que sinon on mathématise. Ce que je veux dire, c'est que si on change sans arrêt de sujet, on n'a pas de chance de le comprendre en profondeur. Et du coup, on va se réfugier derrière des habillages théoriques et mathématiques, parce que la compréhension profonde, cette vigilance que vous évoquiez, suppose un dépassement du sens classique de la compréhension. Je passe actuellement beaucoup de temps dans la perspective d'un autre livre en recreusant un peu plus les neurosciences, c'est-à-dire 80% de notre cerveau, nous ne savons pas à quoi sert l'énergie. Et il y a plein de gens qui expliquent que ça consolide la mémoire, mais on n'en sait rien. C'est qu'actuellement, il y a des gens qui inventent des règles d'utilisation. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne sait pas. Et quand vous avez une action d'attention importante, c'est un delta d'énergie de 5%. C'est-à-dire que quand nous avons une action de pensée attentive et vigilante, nous mobilisons 5% de nos ressources intellectuelles. Et je rappelle, 80%, on ne sait pas à quoi ça sert. Voilà. Donc ça rend un peu modeste, et je pense que ça milite un peu dans ce sens de l'obstination, de la vigilance. Mon propos par rapport à Social Network, c'était je ne pense pas que le business model d'aller tuer ses voisins, comme on voit, c'est ce petit côté que, par le rapprochement à De Gaulle, je n'ai pas l'impression qu'il tuait autant ses voisins que ne le fait le fondateur de Social Network. Mais bon, c'est pas... Je vais juste apporter un complément. Je sais pas. Rappelez-vous ce que je vous ai dit au départ. Hein. On est des animaux. Et on a peur à l'incertitude, et l'incertitude est partout. Et donc c'est une tension énorme sur le management. Et c'est un des rôles essentiels, je pense, du management actuel, d'expliquer que l'incertitude est positive, parce qu'en spontané, on en a peur. Et ça, c'est pas naturel. Donc on est sur un système qui est très, très anxiogène actuellement. Et donc s'il n'y a pas une stabilité forte du management et une connaissance en profondeur, et aussi une ambition positive, j'aime bien l'exemple de Gaulle, c'est-à-dire à un moment d'avoir un rêve positif qui va repermettre de vivre positivement ses problèmes immédiats avec un point de proximité. Sinon, le système ne marche pas et n'arrive pas à démarrer. Il faudrait suggérer aux candidats à l'élection présidentielle d'embaucher Robert Branche comme rédacteur du discours. C'est le pied, c'est l'incertitude. Alors, je ne suis pas là pour ça, mais j'écris un blog où j'écris un article par jour, et actuellement, j'écris 1 à 2 articles par semaine directement liés à cette élection présidentielle qui me préoccupe. Mais sans du tout être lié à un quelconque candidat. Et dans beaucoup d'entreprises, on réfléchit à plusieurs, mais on décide seul. Et vous parliez des élections et des gouvernements, c'est à peu près la même chose. Et donc j'aimerais avoir votre sentiment, et notamment le sentiment de M. Branche, puis le sentiment des autres participants, sur dans votre entreprise, face à cette peur de l'incertitude, est-ce que vous vous protégez en disant c'est en décidant à plusieurs qu'on va être les plus forts, ou bien au contraire, c'est en faisant confiance à un chef qui écoute tout le monde, mais qui à la fin décide seul, et que finalement, si on regarde les entreprises les unes après les autres, ou voir des organisations, il n'est pas certain que c'est dans les entreprises ou dans les organisations où on a fait appel à cette espèce de démocratie majoritaire qu'on arrive à faire le meilleur, comment vous avez appelé ça, le meilleur choix et le suivi du cap. J'aimerais avoir votre sentiment là-dessus. Je vais laisser Denis Luquin répondre, mais puisque j'étais interpellé peut-être involontairement, je crois que les hommes politiques font la démonstration en ce moment qu'en décidant seuls, ils font beaucoup d'erreurs. Pour compléter, je crois qu'effectivement, la notion de vote n'a pas grand sens, mais je veux dire, deux remarques, on voit quand même se développer des sociétés à directoire, et donc là où on a une collectivité de 3-4 personnes qui réfléchissent ensemble. Et deuxièmement, moi personnellement, je réfléchis de plus en plus à la notion d'émergence.
c'est aussi un des grands moteurs du vivant, finalement. Le vivant, c'est de l'incertitude, de l'emboîtement et de l'émergence. Ça prend un peu plus de temps à l'expliquer, mais c'est les 3 dimensions qui font fonctionner le vivant, en fait. Là-dessus, on en a beaucoup parlé aujourd'hui. L'emboîtement, c'est, si vous réfléchissez, en fait, on est fait de morceaux, c'est de zoom à l'intérieur, donc, et des emboîtements multiples. Et c'est de ces confrontations entre ces emboîtements qu'émergent des solutions. Et à un moment, on n'est pas très bien capable de dire qui a trouvé la solution. Je ne suis pas certain que les fourmis se rendent compte de la fourmilière qu'elles font. Et je pense qu'on est beaucoup plus près des fourmis qu'on ne le croit. Et que donc je pense qu'on réfléchirait beaucoup mieux à ce que c'est l'entreprise en réfléchissant à comment une fourmi pourrait penser la fourmilière. Et que ça nous rendrait plus modestes sur le principe de décision. Et on se rendrait compte que je pense que le rôle d'un patron est beaucoup de développer des phénomènes d'émergence, quitte à trier in fine au dernier moment. Et beaucoup moins de décider ex abrupto. Voilà. Enfin, un peu court comme réponse, mais je travaille sur ce sujet.